Bonjour petits et grands lecteurs, vous allez encore vous dire elle ne se change jamais. Non, je décide de tourner 5 vidéos dans la journée, c'est plus pratique pour moi. Il y a du soleil enfin en Normandie, c'est pas tous les jours que ça arrive donc on en profite. Un update lecture avec de la fantasy et un roman dit plus classique de littérature blanche. Le premier livre que je vous présente c'est un livre, je ne savais même plus que j'avais dans ma palle et je me suis dit bon, on va piocher ça. Il s'agit de L'Enfant de Bruges de Gilbert Sinoué. Alors, c'est un livre que j'ai plutôt bien aimé, je savais pas du tout de quoi ça parlait en commençant. En fait, on suit un jeune garçon qui est l'apprenti d'un peintre, je crois que c'est en Flandre, si je dis pas de bêtises, parce qu'il voyage pendant le récit. Il fait sa vie avec son maître, et tout va bien jusqu'au jour où il y a plein de peintres un peu du même domaine qui se font assassiner un peu partout en Europe. Et ça l'inquiète un petit peu, et ça inquiète surtout son maître qui travaille sur des œuvres importantes, et c'est un homme qui est très reconnu, voilà, c'est un des meilleurs de sa génération. Et tout va bien jusqu'au jour où le jeune homme il retrouve le cadavre de son maître chez lui, et qu'il y a des choses qui ont disparu. Et que quand il part, parce que il a plus de maître, voilà, il lui reste plus rien, il se fait pourchasser par des gens, des hommes, qui ont l'air d'avoir besoin de lui pour ouvrir quelque chose, pour être un peu... Ils ont besoin de lui parce qu'il a une information et lui sait pas pourquoi, mais il est pourchassé. C'est un livre que j'ai bien aimé parce qu'il faut savoir que je suis amatrice d'art à ma petite échelle, mais j'aime beaucoup la peinture et la sculpture, pas trop l'art moderne, mais voilà, les peintres de la Renaissance, ça me plaît beaucoup. Donc là, avoir la peinture qui se passe en Flandre, tout ça, je trouvais ça très intéressant. Même si c'est pas ma période préférée artistique, c'est un récit que j'ai bien aimé parce qu'on nous place des vrais auteurs, à ce que j'ai compris, des vrais peintres, et cette ambiance de peintre, comment les peintres vivaient. Ah, il y a un cheval juste en face, pardon, je déconne. Non, je déconne pas, hop, il est beau en plus, un beau cheval, il a bien mangé. J'en ai perdu mes mots, tu vois. Je vois un gadin qui traverse et c'est bon. Donc c'est ce que j'ai aimé, un peu l'empreinte historique de ce récit. Ça n'a pas non plus été un coup de cœur, j'ai simplement passé une bonne lecture. C'est ce voyage aussi, l'enfant qui est un peu... tout seul, heureusement il va rencontrer d'autres personnages au bout d'un moment. Il y a un peu pourquoi il se fait pourchasser, et voilà, tout le rôle de l'art dans un peu les magouilles obscures de ces personnes-là, un peu presque occultes. Bref, c'est un récit, si vous aimez l'art, je pense que ça peut vous plaire. Ça mélange voilà, du policier et du roman, on pourrait dire un peu historique. Pour ma part, ça n'a pas non plus été du niveau de Karen Maitland ou tout ça, mais j'ai passé une bonne lecture et je voulais quand même vous en parler, ça m'a pas marqué de ouf. Mais pour les amateurs, ça se passe à Bruges. Voilà, pourquoi Lorraine, c'était la première phrase? Ça se passe à Bruges en 1441. Si les deux contextes vous plaisent et que vous êtes intéressé par la peinture, allez-y. Donc moi je l'avais eu gratuitement en achetant 2 folios, mais ça a été une bonne lecture que je vous conseille. Ensuite on part pour des choses un peu plus fantasy. Cette lecture-là, je sais pas trop comment vous en parler parce que je pense que c'est moi le problème dans la lecture. Faut savoir que je lirai pas la suite, voilà, je l'ai décidé, j'y ai réfléchi, je lirai pas la suite. Il s'agit donc Les Immortels de Melouya, la trilogie de Shiva, le tome 1 de Amish Tripathi, chez Outre-Fleuve. Je crois que c'est un auteur indien. Alors, je vais placer avant de parler de quoi ça parle. L'Inde, je suis très intéressée par la culture, voilà, c'est un pays, j'aimerais bien le visiter. Par contre, la religion hindoue n'a jamais été mon délire, ça m'a jamais vraiment intéressée. Voilà, le bestiaire, je le connais très peu. Autant je suis intéressée par plein de religions dans le monde, plein de cultes, qui soient voilà, païens ou pas. Ça ne me dérange pas, simplement c'est une religion qui ne me parle pas. Et c'est une culture, je connais un petit peu, mais c'est pas une culture, j'ai pas l'amour de la culture japonaise ou de la culture du Moyen-Orient. Voilà, on n'est pas sur le même intérêt pour moi. Notamment, moi j'adore la fantaisie orientale, j'aime plutôt bien la fantaisie japonaise. Par contre, je viens de me rendre compte que la fantaisie hindoue, c'est même pas vraiment de la fantaisie, je sais pas comment le classer parce que c'est classé comme un œuvre c'est une réinterprétation, on va dire du fantastique hindou, c'est pas trop mon délire. Alors, de quoi ça parle? En fait, ça parle de la vie de Shiva, c'est une réinterprétation de la vie de Shiva. Alors moi, Shiva, j'en connais que les très très grossiers, tu vois. Mais on suit l'histoire d'un jeune homme qui est chef de son clan, sauf qu'il est dans une configuration géographique qui fait qu'il est près d'une rivière et que les peuples alentours essayent de buter son clan depuis des années. Il y a peu des gens qui descendent de la montagne à cheval, voilà, et qui lui proposent comme ça, posés, viens, on vous emmène, toi et ton peuple, chez nous. Et le mec fait ok. Déjà, bon,
embarqués. Ils partent, ils vont à une grande aventure de voyage et ils arrivent donc à Meluia, la cité parfaite, du moins c'est ce qu'on croit au début. La cité parfaite où Shiva en fait il a été choisi parce qu'il a le cou je crois bleu, bref il est l'élu, celui qui doit sauver ce peuple. Alors Meluia c'est une cité qui est décrite comme parfaite avec un système égalitaire on va dire, voilà, il y a quand même des castes mais c'est plutôt un système qui a l'air bien. Shiva va le croire jusqu'au jour où il rencontre une jeune femme et ça je pense que ça existe dans la réalité où on mettait les femmes notamment qui avaient perdu les enfants pendant les accouchements, on les mettait un peu comme des pestiférés dans une caste où elles n'avaient pas le droit d'être touchées. Elles sont sales, tu vois, c'est un peu dans ce délire-là. Et donc Shiva, voilà, il y a toute une histoire avec ça, et il doit un peu sauver ce peuple. C'est un récit au départ qui me plaisait bien, voilà, ce côté voyage, Meluia, critique d'une utopie en fait. On est sur un récit un peu utopiste qui s'effondre, qui est si filoche, avec de la fantaisie, avec des sortes de nagas. Alors ils le disent pas comme ça, mais vous savez, les femmes serpents qui... corps de femme et queue de serpent. Voilà, il y a des délires comme ça, il y a quand même de la mythologie hindoue, tout ça. Même si la naga, c'est plutôt oriental, mais là c'était peut-être un autre mot, mais j'ai que celui-ci qui me revient à la tête. Mais le truc, c'est que j'ai eu du mal avec le personnage de Shiva, qui est le personnage, on nous le décrit comme sombre parce qu'il a pas, voilà, dans sa vie il a péché 2-3 fois, mais je trouve qu'il fait un peu monsieur parfait sur les bords. Après c'est un dieu, donc c'est compliqué, je pense surtout si l'auteur est croyant, de faire un portrait de personnage qui est pas parfait. Simplement voilà, il y a ce côté parfait et sauveur, j'ai toute la vérité, voilà, j'ai un peu du mal. Après il y a des choses que j'ai bien aimées parce qu'il y a ce côté de femme qui se bat, tout ça. Mais en même temps, en plus, la romance, qu'est-ce que c'était lourd. Après, faut savoir que je ne suis pas romantique dans l'âme, mais c'est vrai qu'ils se parlent avec des discours grandiloquents qui m'ont pas du tout touchée. Véritablement, je pense qu'il y a ça aussi qui m'a saoulée un bout d'un moment. Mais voilà, je pense que le fait que c'est pas une mythologie qui m'intéresse vraiment et la romance un peu lourde, personnage parfait, fait que j'ai pas beaucoup aimé, même si c'est... Ah, mon ordinateur se réveille, super. Même si c'est un récit qui porte des femmes fortes, tu sais, on a toujours l'image en Inde, et c'est vrai, de caste où la femme est quand même dénigrée. C'est un système qui est quand même très injuste et un peu, voilà, qui nous, de notre regard européen, peut choquer. Mais là, dans ce récit, on a quand même des femmes fortes et tout ça. Simplement, voilà, moi, il y a ce côté par perfection et le fait que c'est pas une mythologie qui m'intéresse qui a fait que j'ai pas trop envie de continuer. Donc je vous le conseille si vous avez envie de tester un autre type de fantasy. Voilà, si c'est un bestiaire qui vous intéresse ou même si vous connaissez pas, essayez, parce que c'est peut-être que vous allez vous découvrir une passion pour la fantaisie hindouiste. Et ce n'était pas le premier auteur indien que j'ai lu un auteur indien qui avait fait une réécriture horrifique de Alice au pays des mers vivants, qui était vachement bien. Donc voilà, c'était moyen pour moi. Ensuite, alors là, je sais pas si vous allez me jeter des pierres ou pas, et en fait je sais pas trop quoi penser de ce livre, parce que je l'ai aimé, en même temps je l'ai pas aimé, c'est bizarre, mais c'est la série de Gabriel Katz, Aeternia. Alors Gabriel Katz c'est un auteur que j'aime beaucoup. Le Puits des Mémoires, le tome 1 avait été le seul livre où j'avais eu du mal à me mettre dans le livre, et le tome 2 j'avais adoré, et je pense que La part des ombres j'ai adoré, La maîtresse de guerre j'ai bien aimé, et ça en fait c'est un peu ma déception à Aeternia. C'est l'histoire d'un gladiateur qui est très bon dans les arènes mais ça fait des années qu'il concourt plus. Il retrouve ses fils avec qui voilà, il les a pas trop élevés, il décide de les amener à un point A d'un point B et sur le chemin il rencontre une prêtresse et ses fils sont assassinés, il décide donc de se venger. C'est un peu ça le récit. Alors j'ai bien aimé parce que ça pose des questions sur la religion, il y a des femmes un peu fortes. Voilà, c'est un récit de fantasy qui est plutôt bien, t'as envie de savoir la suite. Simplement, en fait, j'ai beaucoup aimé le premier tome. Voilà, simplement, j'ai beaucoup aimé le premier tome. J'ai aimé le personnage principal, tout ce qui se passait, et ses fils, et la brutalité du récit. Simplement, en fait, entre le premier et le deuxième tome, on change de personnage principal. Et c'est là que, pour moi, je l'ai pas trouvé formidable.
pour plein de raisons. J'ai eu du mal avec le personnage principal, j'ai eu du mal avec la romance qui sort de n'importe où. Alors vraiment il y a une romance, tu te dis mais qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, n'importe où. En fait j'ai du mal, et je pense que ça c'est un truc que j'ai un peu plus en plus de mal, c'est que quand on a deux personnages féminins, forcément elle tombe amoureuse du même mec, alors ça voilà dans ces récits là, et surtout c'est toujours s'il y a une femme en concurrence c'est toujours une salope, une connasse, tu sais, et on a vraiment ce côté là où les personnages féminins sont pas capables de s'entendre, tu vois, et ça m'énerve parce que c'est un cliché sur les femmes que je n'apprécie de moins en moins. Donc voilà, et simplement, alors c'est là que j'ai eu une illumination. Je sais pas si Olivier Gay est pote avec Gabriel Katz, mais ils ont toujours le bestiaire de... Je trouvais que les univers étaient quand même pas assez ressemblants, mais il y a quand même des ressemblances. Alors je sais que Gabriel Katz joue à des jeux de rôle, est-ce que c'est durant ces jeux de rôle qu'ils développent leurs univers et qu'ils ont joué ensemble, mais c'est des gladiateurs, histoire de vengeance... tout, bon c'est pas du tout la même chose que la main de l'empereur, mais le pitch de départ on est quand même sur ce délire quoi. Donc c'est vrai que sur le coup j'ai fait ça, tu vois, c'est bizarre, ça m'a désarçonné. Simplement voilà, c'est le côté traitement des femmes qui sont forcément ennemies, personnage principal de ce tome 2 que j'ai pas aimé, et par contre toute la question sur la religion était assez intéressante, sur qu'est-ce qu'un culte, qu'est-ce qu'on arrive à construire, côté sectaire aussi, bref, ça c'était intéressant. Mais sinon, ça a été un très bon tome 1, j'ai passé un très bon moment, et qui s'est effondré dans le tome 2 pour ces raisons-là. Après, il y a peut-être des gens qui ont adoré ce tome 2, et tant mieux, mais je suis un peu déçue pour ça. Mais je vous recommande cette série, parce que Gabriel Katz c'est un bon auteur français. Mais pour l'instant, je préfère de loin Le Puits des Mémoires, alors que le tome 1 du Puits des Mémoires était long. Et La Part des Ombres, j'ai lu que le premier tome, mais que j'ai beaucoup plus préféré La Part des Ombres. Ça m'a beaucoup plus plu que Aeternia. Donc voilà, simplement dommage, mais je continuerai à lire des œuvres de cet auteur, même si, à part La Part des Ombres, je crois qu'il me reste que le deuxième tome de La Part des Ombres et le troisième tome du Puits des Mémoires, et j'ai lu tout ce qui est sorti de Gabriel Katz pour l'instant. Mais c'est un auteur que je vous conseille quand même. Après, il faut savoir que pour moi, le tome 2, ça n'a pas fonctionné. Pour ce, j'espère que cette update lecture vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu. Si vous avez lu Aeternia, n'hésitez pas à donner votre avis. Voilà, même s'il est positif, très positif sur le tome 2. Comme ça, vous savez que j'aime bien avoir en commentaire des avis qui se complètent. Comme ça, les gens, ils n'ont pas que mon avis. Je ne suis pas celle qui transmet la vérité, l'unique et seule vérité sur un livre. Donc voilà, je préfère avoir ça toujours avec cordialité, hein, bien sûr. Et sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures et une très bonne journée.